Bonjour à tous et bienvenue sur la 20e vidéo de notre aventure en Thaïlande. Aujourd'hui, c'est une journée interview, on va à la rencontre d'une expatriée française. Elle s'appelle Safia, elle est professeure de yoga du rire à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande et on va aller lui poser nos questions sur l'expatriation pour avoir son histoire, son vécu personnel dans le pays du sourire, dans la Thaïlande. Donc on va lui poser nos questions, on se retrouve avec elle, à tout de suite. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Safia, j'ai 36 ans, j'habite à Chiang Mai en Thaïlande et je viens originairement de Lille en France. Je suis arrivée en fait en Thaïlande en septembre 2011, donc ça fait 7 ans et demi que j'habite en Thaïlande. J'ai habité d'abord pendant 2 ans et demi dans un petit village dans la région de Chantaburi qui est entre Bangkok et le Cambodge, où j'étais donc volontaire de solidarité internationale avec une association française. Voilà, donc j'étais prof d'anglais dans 2 écoles de campagne. C'était une expérience absolument géniale puisque j'étais en pleine immersion culturelle et aussi au niveau de la langue. Donc j'ai appris beaucoup, énormément. Et ensuite, au bout de 2 ans et demi de mission, en fait, j'ai décidé de déménager et de m'installer à Chiang Mai, qui était une ville que j'avais déjà visitée plusieurs fois et que j'affectionnais tout particulièrement. Donc, je suis arrivée à Chiang Mai, j'ai cherché d'abord un travail, j'ai trouvé un travail directement. Donc, en fait, je suis restée 1 semaine sans travail, très précisément. Donc, c'était assez rapide. Et donc, je suis arrivée à Chiang Mai, j'ai travaillé dans un call center. Ça fait rêver. J'y suis restée pendant 3 ans et demi et en fait j'ai travaillé au niveau vraiment appel donc pendant 8 mois et ensuite j'ai bougé dans l'équipe des ressources humaines, donc j'étais recruteuse après pour le reste de la période. Voilà, et donc je suis partie il y a 1 an et demi de cette boîte avec qui j'ai appris énormément et en fait parce que il y a 2 ans, en fait, j'ai commencé à changer encore ma vie, parce que je le fais assez régulièrement. J'ai vu que c'était un cycle de 7 ans chez moi. donc voilà. Donc c'était il y a 2 ans, donc on est en 2017. C'était en 2017 et donc j'ai commencé à m'intéresser en fait depuis les dernières années sur des méthodes de médecine holistique, de soins énergétiques, etc. Et donc en fait j'ai commencé à faire une formation Reiki, j'ai fait une formation de yoga du rire. Et là, je suis encore en formation sur une méthode qui s'appelle en français ERT, exercice de relâchement des tensions et des traumas. Donc là, j'ai presque terminé. Et donc, c'est vraiment mes 3 passions et c'est mon métier actuel en fait. Voilà. Donc, je suis praticienne Reiki et prof de yoga du rire. Au niveau des visas, c'était assez simple puisque je suis arrivée directement avec un travail. Donc dès que je suis arrivée, je suis venue, on m'a demandé de faire un visa non-immigrant B, qui est le seul visa en fait qu'on peut transformer en visa de travail. Donc quand je suis arrivée, c'est l'école qui s'est occupée de tout. Qui s'est occupée de tous les papiers, du visa, etc. Bien sûr, j'ai dû préparer des papiers en amont, qu'on m'a envoyé, etc. Donc tout s'est bien passé. Donc l'école m'a prise en charge et ensuite quand comme je vous l'avais expliqué, j'ai enchaîné en fait les deux différents jobs. Donc à ce moment-là, j'ai fait juste un transfert. En fait, ma nouvelle entreprise a fait un transfert de visa depuis l'école. Ils ont transformé ça donc en visa de travail avec eux, donc avec un permis de travail toujours. Donc ça s'est toujours très bien goupillé. Voilà. Et en fait, c'est que depuis les 8 derniers mois, depuis que je suis revenue à Chiang Mai, puisqu'en fait j'ai quitté mon travail, mais après j'ai un petit peu voyagé.
autour de l'Asie, je suis revenue un petit peu en France et je suis revenue pour terminer ma formation donc justement de RT. Et donc depuis que je suis revenue, comme je suis en formation, donc là forcément je n'ai plus de visa de travail. Donc là je suis en visa touriste pour pouvoir terminer cette formation puisque j'ai besoin de faire de la pratique sur place. Voilà. Et donc là forcément c'est un peu plus galère parce que il faut sortir du territoire, etc. Faire des papiers, des machins. Donc oui, ça c'est un peu plus galère. Donc voilà. Donc c'est pour ça que là j'ai hâte de terminer ma formation. Et en fait, malgré tout l'amour que j'ai pour la Thaïlande et l'Asie du Sud-Est, voilà. Et je pense que je vais rentrer en fait en France, rentrer en Europe en tout cas, pour monter en fait mon activité en tant qu'auto-entrepreneur, parce que maintenant je sais exactement ce que je veux faire. Voilà, maintenant que je suis grande. donc voilà, c'est le nouveau projet dans les prochains mois en tout cas. Alors en fait le yoga du rire c'est très particulier comme son nom l'indique. Le yoga du rire en fait c'est une pratique qui est née il y a un peu plus de 20 ans. Il a été créé par un docteur indien. Et en fait donc cette pratique allie des exercices de rire et des exercices de respiration profonde. La respiration profonde est dans la base du yoga. Le yoga n'est pas du fitness. Le yoga est une philosophie à la base et c'est vraiment se retrouver, se connecter à soi, se retrouver. Il y a beaucoup de parts méditatives. C'est pas forcément comme dans certains pays on peut faire du yoga qui a été complètement, on va dire, changé et adapté à la sauce occidentale. Voilà, donc le yoga du rire c'est vraiment ça. Et en fait on se connecte à notre enfant intérieur et à notre bonheur intérieur qui quelquefois, souvent, ça dépend des personnes, on peut l'avoir oublié. Et en fait, c'est juste un exercice. Donc vraiment, le rire peut s'exercer et peut se pratiquer en tant que pratique régulière. Voilà. Et en fait, c'est amener le rire par des situations. Donc par exemple, on va faire donc des exercices de rire, ça va être des situations. Par exemple, je vais dire à tout le monde, là, on va être des petits lapins sautillants. Et donc on va sautiller, faire le petit lapin et on va faire des bruits, on va sautiller et on va se dire bonjour à chaque fois qu'on croise quelqu'un. On va rire ensemble. Voilà. Donc c'est tout des petites situations. Ça peut être tout simplement des situations avec un zip et on provoque le rire. Ha ha ha. Ou voilà, c'est très très simple, basique. Et l'énergie shift en fait, parce qu'au début forcément il faut sortir de sa zone de confort, hein, ça je vais pas vous le cacher, c'est pas forcément facile. Même moi la première fois que je l'ai fait j'étais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, parce qu'on a l'impression que c'est fait pour les enfants, on a l'impression que nous en tant qu'adultes on n'a pas le droit de faire ça, mais bon c'est la société qui nous l'a un peu imposé. Et en fait plus on se connecte à cette énergie et aussi c'est vrai que l'effet de groupe il est hyper important dans ça, le rire étant communicatif. Ça nous permet de pouvoir rire ensemble et là voilà. Moi je le vois bien en fait quand j'ai des personnes qui viennent pour la première fois et quand j'ai des réguliers qui viennent toutes les semaines, c'est génial le progrès qu'on voit et le changement incroyable entre la première séance et déjà la deuxième séance. Déjà c'est incroyable, troisième séance, quatrième séance, bon alors là c'est parti quoi. Donc oui, ça peut sonner particulier mais c'est vraiment quelque chose de fabuleux pour se connecter et retrouver un peu cette espèce d'innocence et de joie de vivre qu'on peut quelquefois oublier avec tout ce qu'on a autour de nous. Le stress, les factures à payer, les responsabilités, les transports. Bon, oui, c'est sûr, on a tout ça, c'est pas grave. Mais au moins, le plus important, c'est de ne pas oublier qu'on peut être heureux et c'est à nous de nous rendre heureux nous-mêmes. Il ne faut pas attendre des points extérieurs pour le faire. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de... Moi, personnellement, ça m'a changé. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un qui rigolait facilement. Donc déjà, bon, ça aide. Mais ça m'a confirmé dans ce souhait de garder cette joie de vivre intérieure et c'est le fait que ce soit très important. Et médicalement, le rire améliore la santé, améliore le système immunitaire. Voilà, ça vient pas de nulle part cette pratique. Et le docteur Kataria, quand il l'a créé, en fait, il s'est inspiré d'un livre d'un monsieur qui s'appelle Norman, j'ai oublié son nom de famille, mais ce monsieur, en fait, s'est guéri d'une maladie très très grave. Enfin, les médecins croyaient qu'il allait mourir. Et c'est via la pratique du bonheur, du rire et du sourire qu'il s'est guéri. Donc voilà, on y arrive. Parce que justement,
le rire en fait relâche l'hormone de joie qui s'appelle l'endorphine dans le cerveau. Voilà. Et ça aussi, le fait qu'on fasse des exercices de rire avec le ventre et des exercices de respiration profonde, ça nous aide à diminuer l'hormone de stress qu'on a dans le corps, mais surtout dans le ventre, qui s'appelle cortisol. Voilà. Donc tout ça, ça a des explications scientifiques également. Le yoga du rire, donc j'ai passé ma formation il y a 2 ans. Donc depuis que j'ai passé ma formation, en fait j'ai eu la chance en fait que mes 2 profs, parce que j'ai eu 2 profs, pas une, elle m'ait donné tout de suite l'opportunité d'enseigner en fait dans un centre de yoga à Chiang Mai, et ça c'était vraiment top parce qu'en fait toutes les 2 partaient, donc elles m'ont refilé leurs cours, donc j'ai pu enseigner 1 à 2 fois par semaine, donc ça m'a énormément aidée puisque forcément quand on fait une formation et la pratique et la formation c'est pas pareil, hein, on le sait bien, et donc ça m'a mis le pied à l'étrier de suite, et ça m'a permis de tout de suite pouvoir pratiquer, apprendre sur ma pratique en tant que professeur de yoga du rire. Et ouais, donc ça fait en 2 ans j'ai acquis énormément d'expérience. Donc j'ai fait ça, donc dans les 2 ans là, j'ai fait ça dans 2 centres de yoga différents à Chiang Mai. J'ai fait aussi des workshops dans des festivals de musique. Il y a des festivals en général autour de l'Asie du Sud-Est, donc à Chiang Mai. J'ai fait au Cambodge aussi. Voilà. Je fais aussi un cours gratuit de yoga du rire dans le parc, parce qu'en fait le yoga du rire, en fait traditionnellement ça a commencé au parc, et donc j'aime bien retrouver cette tradition. Voilà, donc c'est tous les mardis matins au parc de Chiang Mai à 9h du matin. On fait un cours de yoga du rire et hop, ça repart. Donc voilà, donc j'ai appris énormément sur moi, mes capacités en tant que prof de yoga du rire, et j'ai acquis énormément d'expérience et de confiance dans mon activité. Et maintenant j'ai des retours incroyables des gens, quoi. Enfin, maintenant j'ai des groupes, bien sûr selon où j'enseigne, etc. Les festivals, le parc, j'ai beaucoup plus de personnes, mais j'ai déjà eu des groupes de 35 personnes maximum, et c'est génial. Et puis à côté j'ai déjà fait des cours particuliers, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Et ouais, et les retours sont fabuleux. Donc voilà, les personnes sont vraiment toujours très... Voilà, donc ça me confirme dans ce que je veux faire. Pour moi, c'est vraiment une passion de ramener le rire et le bonheur au sein des foyers, et que les personnes sachent que voilà, il ne faut pas oublier qu'on a ça en nous. Et oui, c'est vrai, la vie est stressante et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faciles, mais voilà, il faut pouvoir continuer et pratiquer en fait le rire et le bonheur intérieur. Chiang Mai, en fait, c'est une grande ville, et c'est une ville où il y a énormément d'expatriés. Et c'est une ville où il y a une forte communauté yoga, méditation, spirituelle, santé holistique. Il y a énormément de restaurants véganes, par exemple, ce genre de choses. Donc il y a ça attire énormément d'étrangers qui sont intéressés par ces choses-là. Moi-même, voilà, même si j'étais pas forcément attirée par ça à la base, c'est quelque chose qui est devenu mon quotidien. Donc oui, dans mes cours, j'ai énormément, en fait surtout via les endroits où j'ai fait les cours, j'ai des touristes, j'ai des expats et j'ai aussi des locaux. Mais les locaux, ça reste quand même, malheureusement, parce que j'aime beaucoup avoir des locaux, ça reste quand même minime par rapport au nombre d'autres personnes. Aussi, ce qui peut être un frein, c'est que mon cours est en anglais, et il y a beaucoup de Thaïs qui ne parlent pas anglais. Et ils sont timides en général, ou alors leur niveau d'anglais n'est pas très fort et ils pensent que ça va pas aller. Et franchement, à chaque fois que j'ai des Thaïs dans mon cours, je suis hyper contente, parce que ça prouve que justement ils sont aussi hyper intéressés là-dedans, surtout que eux, leur joie de vivre, elle est culturelle. Donc voilà, donc hier dans mon cours justement, j'avais deux filles thaï, elles étaient géniales, elles étaient tellement contentes. Et en fait, j'ai une amie thaï qui est prof de yoga du rire à Chiang Rai. Et donc forcément, elle a que des Thaïs. Mais voilà, donc il y a toujours... en fait, en Thaïlande, c'est toujours difficile, cette espèce de frontière entre les Thaïs et les non-Thaïs. Il y aura toujours beaucoup de timidité. Il y a beaucoup de Thaïs qui vont penser qu'ils ne parlent pas anglais assez bien, que s'ils n'ont pas vécu 2 ans aux États-Unis, c'est pas la peine. Enfin voilà. Donc c'est vrai que ça crée une barrière en fait des 2 côtés. Mais après, voilà.
Mais sinon, j'ai de tout. Quand je suis arrivée, donc moi, mon souhait, vu la décision que j'avais prise en France avant de partir, puisque c'était vraiment un souhait de partir loin, de me trouver, d'aider des personnes qui en avaient besoin, etc. Donc quand je suis arrivée, mon souhait le plus cher, c'était vraiment d'être en intégration complète. En immersion totale. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait puisque je suis arrivée dans un tout petit village, donc j'avais pas le choix. J'avais des colocataires qui étaient philippins, donc on parlait anglais. J'avais des collègues chinois, quelques collègues chinois, et j'avais aussi une autre volontaire qui était dans l'école, qui était française à ce moment-là, avec qui en fait on n'a pas échangé tant que ça. Voilà. Mais sinon, tout le monde était thaï et tout le monde parlait thaï. Il y avait donc les sœurs directrices de l'école, puisque j'étais dans une école catholique et une école de campagne. Donc je partageais mon temps entre les deux. Donc c'était deux écoles quand même de campagne à la base. Voilà, les sœurs, elles parlaient un peu mieux anglais. Elles étaient thaï, mais elles parlaient un peu mieux anglais. Mais voilà, sinon c'était... Et donc forcément, moi j'évitais Enfin, moi mon souhait, c'était de pas rencontrer des Français, ça c'est sûr. Je voulais vraiment tout faire à fond, quoi. Et donc j'apprenais le thaï tous les jours sur le tas. J'écrivais dans mon petit livre de vocabulaire, les petits mots, etc. Justement, mes collègues m'aidaient parce qu'eux, ils étaient là depuis... quand je suis arrivée, ils étaient là depuis 2-3 ans, je pense. Donc ils m'ont beaucoup aidé à me donner des mots, etc. Et du coup, je sais que la première année, ça a été... En fait, moi, j'ai jamais trouvé ça difficile. Dans le sens où j'étais très heureuse d'être là et j'avais choisi d'être là et j'ai jamais pris ça comme un poids. Mais effectivement, quand je regarde en arrière, c'était pas très facile dans le sens où forcément, quand on n'a pas trop de... Enfin encore, ça va, j'étais pas toute seule avec des personnes qui parlaient que thaï, mais c'est vrai que c'était difficile au niveau mental parce que c'était de la concentration en continu à essayer de jongler avec l'anglais, le thaï, parce que quand même l'anglais, même si c'est ma langue, c'est ma seconde langue et je l'ai étudié à l'université, mon diplôme est en anglais, mais c'est quand même une langue étrangère, donc voilà, on parle jamais sa langue maternelle en fait, donc parler en anglais et puis après de traduire de l'anglais au thaï. Quand on y pense, c'est une gymnastique quand même assez particulière. Donc moi, c'était des journées où j'étais épuisée. Et puis la chaleur. Moi, le secteur où j'habitais, il faisait 40 degrés tout le temps. Donc il y avait pas c'était des écoles simples, hein, donc il n'y avait pas de clim. Voilà. Donc ça, c'était super fatigant. Et puis la communication, parce que on n'est pas de la même culture, en plus de pas être de la même langue. Hein. Donc la culture asiatique, elle est hyper différente de la culture européenne. Où il y a beaucoup de perte de face, beaucoup de respect. Donc il faut faire beaucoup attention à ces aspects-là. Moi, c'était vraiment le cas le plus important des choses c'était le plus important pour moi, c'était vraiment de faire attention à pas froisser personne, à ce que je m'habille correctement, parce que voilà, il faut faire attention à couvrir ses épaules, à couvrir ses genoux. Je voulais absolument montrer que j'étais respectueuse de leur culture et de tout. Voilà. Donc moi j'ai fait forcément beaucoup d'efforts, je me suis adaptée, ça c'est sûr. Mais au niveau de la langue, j'ai senti que c'était au bout d'1 an que j'ai senti le déclic vraiment se produire dans ma tête. En fait, bizarrement, c'est après 1 an, j'ai passé 1 mois à l'étranger. Je suis allée en Chine pendant 1 mois. Et quand je suis revenue, j'ai pas parlé thaï pendant 1 mois. Quand je suis revenue, je parlais thaï. J'étais devenue bilingue. C'était bon, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je pense que mon cerveau a eu le temps de classer les informations, etc. Parce qu'entre-temps, j'arrivais pas à faire des grandes phrases, quoi. C'était vraiment des tout petits trucs, etc. Mais des grandes phrases, c'était compliqué. Et quand je suis revenue 1 an après, gros déclic, tout le savoir que j'avais emmagasiné, en fait, c'était trié, c'était bon, je parlais. Donc voilà. Donc ça m'a pris, la première année c'était compliqué. Après j'ai tout appris par moi-même, j'ai pas pris de prof. Donc j'ai acheté les abécédaires au marché avec les lettres, je les ai recopiés. J'ai demandé à mes collègues thaï de me donner les noms, j'ai tout écrit. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à mieux parler. Voilà. Et puis au niveau de la communication avec les autres
les autres personnes françaises, par exemple, quand j'ai eu d'autres collègues français qui sont arrivés dans d'autres villes. Donc en fait, j'ai commencé à... Au début, j'étais assez seule. Et puis après, j'ai commencé à fréquenter d'autres personnes qui étaient dans d'autres villes. Et c'est vrai qu'en fait, ça m'a fait une bouffée d'air frais. Parce qu'au début, voilà, comme je vous avais dit, j'évitais les Français, je voulais pas leur parler, je faisais semblant de pas parler français, enfin n'importe quoi. C'était vraiment pas... mon but, c'était d'être en Thaïlande. Et en fait, je me suis rendu compte après quelques années que bah oui, ça faisait du bien en fait de rencontrer des Français, de pouvoir parler en français. Parce qu'on a la même culture et puis du coup ça fait du bien de temps en temps d'avoir les mêmes références culturelles, de faire des blagues, qu'on se comprend, d'avoir les mêmes goûts aussi d'activité. Parce que c'est vrai que par exemple mes collègues philippins que j'adore absolument, c'est vraiment des amis très proches, j'ai été à leur mariage aux Philippines, etc. On n'a pas la même façon de voir le temps libre par exemple. Donc eux ils adoraient rester à la maison, cuisiner et puis regarder des films toute la journée et puis une fois par mois ils allaient au shopping mall. Voilà, donc ça c'était leurs activités, alors que moi le premier truc que je voulais faire c'était aller à l'aventure, donc aller visiter des nouveaux endroits, visiter un temple là, une cascade par-ci, voilà, c'était ça moi mes activités que j'avais envie de faire. Donc ouais, c'est différent quoi, et c'est là qu'on se rend compte que oui, il y a des différences culturelles, c'est pas pour ça que c'est mauvais, mais c'est juste que c'est bien aussi de se rendre compte que, alors après nous les Français on est quand même super intellectuels, un peu trop d'ailleurs. Mais du coup, on se rend compte que oui, il y a des trucs qui vont nous manquer. Et c'est pas grave. Bon bah voilà. Après, il faut trouver juste l'équilibre en fait entre passer du temps avec les locaux et passer du temps avec des personnes avec qui on va partager peut-être un peu plus intimement. Parce que c'est vrai que malheureusement, des amitiés thaï j'en ai, mais ça sera jamais très profond malheureusement. J'ai jamais eu d'amitié très 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 profonde parce que déjà, la culture thaï est assez en surface, elle est assez superficielle. On se rend compte que c'est beaucoup sur les apparences et que de toute façon, je serai toujours la blanche, je serai toujours la française, je serai toujours étrangère, la farang en thaï. Et que malgré tous les efforts que je fais, voilà, je serai quand même différente, je suis différente, c'est comme ça. donc voilà, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut, il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à partager en même temps, mais il faut juste l'accepter. Et puis voilà, on sait qu'on s'amusera avec nos amis thaï à faire du shopping, à boire un thé, à rigoler sur ci ou ça. Et puis quand j'aurai besoin de faire des choses un peu plus intellectuelles, je vais avec mes amis d'autres pays, par exemple. Voilà, c'est juste ça en fait. Mais oui, voilà, je suis pas bilingue thaï, mais d'ailleurs, je parle moins bien thaï depuis que j'habite à Chiang Mai que depuis que j'habite dans mon village. Mais oui, même si on parle la langue, etc., c'est pas forcément facile en fait. Ou alors il fallait que je reste dans ce village et que... Ouais. Enfin, ouais, on se rend compte que c'est pas forcément évident. Voilà. Mais c'est génial quand même. C'est une belle expérience. Alors, est-ce que la France me manque ? Pas vraiment. En fait, oui, c'est vrai que je suis tellement bien ici. Enfin, la qualité de vie, elle est vraiment magnifique. Enfin, c'est une qualité de vie. Voilà, c'est tout. C'est le fait que la vie soit plus cool, plus tranquille, plus relax. Et c'est pas pour ça qu'on travaille pas et qu'on fait pas. Mais c'est juste de manière générale, le fait que voilà, c'est vrai que le soleil ça aide au niveau de la bonne humeur. Avoir de la lumière jaune comme ça aide beaucoup. La nature, les gens sont tellement gentils, souriants. Enfin, j'ai une qualité de vie ici que je pourrais pas avoir en France. Ça c'est clair et net. Après, je suis française, c'est mon pays et je le renie absolument pas. Mais c'est clair que j'ai jamais eu envie de rentrer en France jusqu'à dernièrement. Où il y a eu quelques petites choses qui sont arrivées. Donc déjà, je suis tata. Et c'est vrai que ça peut paraître, voilà, c'est pas mes enfants, mais ça fait quand même quelque chose. Et en fait, on se rend compte que là, il y a un petit enfant là qui est en train de pousser et qu'on ne le voit pas grandir. On est à l'autre bout du monde. Donc là, ma petite nièce, elle a 1 an et 3 mois. Et je l'ai vue qu'une fois. Et c'est vrai que c'est triste quand même. Et j'aimerais bien qu'elle me connaisse. Et j'aimerais bien la connaître, j'aimerais bien la voir grandir avant qu'elle devienne adolescente. J'ai mon autre sœur qui est enceinte, donc bon, ça commence un petit peu à
Et puis après 7 ans et demi maintenant, je vois aussi que moi-même j'ai énormément changé, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris sur moi-même et en fait je pense que j'ai trouvé ce que je recherchais. Et que voilà, maintenant je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire. J'ai trouvé exactement ce que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie. J'ai fait tellement de choses dans ma vie que j'ai adoré, absolument adoré. J'ai été manager, j'ai été professeur, j'ai été guide touristique. Tous ces métiers-là, j'étais aussi aux ressources humaines. Enfin, tous ces métiers-là, je les ai absolument adorés et c'est toujours été en contact avec les autres. Mais maintenant, j'ai trouvé finalement ce que je veux faire et je l'ai trouvé ici. Donc comme quoi, hein, ça, c'était pas pour rien. Et puis du coup, je sais que je veux faire ça. Maintenant. Et le problème, c'est que ces activités-là, c'est difficile de les faire ici. Pour monter sa boîte, c'est compliqué parce que voilà, je suis pas thaï et c'est tout. Je suis française, donc c'est compliqué pour monter une boîte. Ici, en Thaïlande, en fait, il faut avoir un associé qui est thaï à minimum 51%. Il faut des fonds quand même assez signifiants. Et donc du coup, moi, je sais que c'est pas possible pour moi. Pour l'instant et que moi j'aimerais bien me mettre à mon compte. Donc voilà, ça c'est la deuxième raison aussi. Au-delà de être plus proche géographiquement de la famille, c'est aussi au niveau professionnel, comme je sais ce que je veux et que je sais que je peux monter, je suis française, je sais que je peux me mettre en auto-entrepreneur en France, et ben voilà, c'est l'occasion. Et ça ne veut pas dire que l'Asie du Sud-Est ou la Thaïlande c'est fini pour toujours, pas du tout, mais ça peut être justement quelque chose de parallèle à ma vie, parce que de toute façon je suis dans cette dynamique-là, donc ça ne sera jamais... voilà. Et les personnes, quand elles me demandent « Ah, ça y est, tu rentres définitivement ?» Définitivement, déjà, ce mot n'existe pas dans mon vocabulaire, parce que la vie est faite que ça bouge tout le temps. On bouge tout le temps, on est comme une espèce de rivière, la vie est une rivière. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va nous arriver demain, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est de savoir à peu près ce qu'on veut quand même. Donc moi, je sais ce que je veux maintenant. Voilà, donc je vais faire en fonction et puis si ça marche pas, c'est pas très grave. J'essaierai autre chose. Ça veut pas dire que je resterai en France toute ma vie, ça veut pas dire que je resterai hors de France toute ma vie. Je sais pas trop, peut-être que je reviendrai ici, peut-être pas. Moi, c'est vrai que l'Europe m'attire beaucoup. Parce que déjà, je sais qu'en Europe, on a besoin du yoga du rire, on a besoin du Reiki, on a besoin du TRE, donc de la formation que je fais, le RT. Je pense que ça peut apporter beaucoup aux personnes parce qu'il y a énormément de stress, il y a énormément de choses qui se passent. Et c'est des choses que j'ai appris moi en Thaïlande, j'aimerais bien les ramener en fait dans mon pays, et dans le continent de l'Europe. Et c'est vrai qu'en fait, je connais mieux l'Asie du Sud-Est que l'Europe. C'est un peu triste. Donc maintenant, il y a plein de choses qui me fascinent en Europe que j'aimerais bien découvrir. Maintenant, j'ai énormément d'amis partout en Europe. Ça, c'est génial. J'aime mes voyages. Donc du coup, je sais que voilà, je peux aller voir des amis en Hongrie, après en Espagne, au Portugal. Enfin, c'est précieux, quoi. Le point positif de la Thaïlande, pour moi, c'est la qualité de vie. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, la qualité de vie. C'est en général. Ça va du soleil à la simplicité des rapports humains, au fait que je puisse aller au travail en vélo, au fait qu'il y ait de la nature partout, au fait que je puisse aller facilement manger dehors pour 1 € ou boire un smoothie à la mangue. Enfin voilà, tout est facilité en fait, c'est que la vie est beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire que qu'il n'y a pas des difficultés quelquefois. Non, c'est juste que la qualité de vie, voilà, de manière générale. Le point négatif de la Thaïlande, je ne suis pas thaï. Donc du coup, je n'ai pas les mêmes droits qu'une thaï. Ça, c'est normal. C'est complètement normal. Donc voilà, c'est juste ça. Je n'ai pas vraiment de point négatif qui me frappe. Oui, c'est sûr que la communication, c'est jamais très facile parce qu'on n'a pas les mêmes façons de communiquer. Mais non, ouais, ouais, je n'ai pas vraiment en fait. Est-ce que j'ai envie que les gens viennent en Thaïlande? Non, c'est une blague. Je vais la garder que pour moi. Alors, en fait, moi, je suis arrivée en Thaïlande complètement par hasard.
Il faut savoir que quand je suis arrivée en tant que volontaire de solidarité internationale, je n'avais pas du tout choisi où j'allais. On m'a proposé cette mission et j'ai accepté parce que moi, après 1 an et demi de recherche, voilà, c'était le projet qui me paraissait le mieux. Et en fait, je suis arrivée en Asie du Sud-Est complètement par hasard et je suis tombée amoureuse de la Thaïlande à partir du moment où j'ai mis les pieds à l'extérieur de l'avion. Voilà, c'était un coup de foudre et je sais maintenant, après 7 ans et demi, qu'à la base je devais partir pour 2 ans, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi je ne crois pas au hasard, je crois que tout arrive pour une raison et je suis venue ici parce que c'était sans doute le meilleur endroit pour moi pour apprendre à me connaître, pour trouver ce que je voulais faire, pour grandir, pour avoir des leçons de vie comme ça, voilà. Bah oui, la Thaïlande, c'est juste des personnes et des paysages, des rencontres qui sont inoubliables. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez en Thaïlande, ne vous limitez pas aux endroits touristiques. Prenez les chemins de traverse, allez voir les petits quartiers alentours, allez voir les villages, les villes qui sont autour des grandes villes. Prenez un scooter si vous pouvez et allez voir dans la nature, elle est magnifique. Les gens qui sont dans les campagnes du coup, qui sont moins en contact avec les touristes, ils sont absolument géniaux, même des fois ils sont timides, mais c'est la timidité, c'est pas du tout... C'est vraiment un pays, c'est le pays du sourire, la Thaïlande. On appelle le pays du sourire et c'est pas faux, c'est vraiment pas faux. C'est un pays vraiment qui donne envie, la nature, puis tout ce qui arrive, enfin je sais pas, ça peut être des détails comme le vieux monsieur qui prend son scooter avec 10 000 trucs dessus, la petite vendeuse de mangue dans le quartier, enfin c'est plein de petits plaisirs comme ça. Et des fois je me balade et je me dis mais comment je vais faire pour rentrer quoi, enfin, c'est pas possible. Puis la liberté d'être en scooter. Voilà, des choses comme ça, c'est vrai que c'est les plaisirs de la vie. Donc oui, la Thaïlande c'est un beau pays à visiter, mais surtout respecter la culture locale, ça c'est super important. Arrivez pas avec vos gros sabots d'occidentaux, donc que je fais ce que je veux parce que je suis en vacances. Non, renseignez-vous sur la culture, renseignez-vous sur où vous allez, et c'est hyper important et ils vous le rendront bien. Dès qu'ils voient que vous respectez leur culture et qu'en plus vous allez dire un mot, ça veut dire peut-être juste bonjour, ça va dire kra, bon ça c'est pour les femmes, kopkun kra, merci. Bon ça déjà ils vont être contents donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon bah toi on a dit tout ce qu'il faut. Merci à Safia d'avoir répondu à nos questions. On a encore passé un très bon moment. On le dit à chaque fois, mais franchement, toutes les rencontres qu'on fait, c'est vraiment de belles rencontres. Merci à elle d'avoir répondu à nos questions. Merci à elle de nous avoir accordé de son temps. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous qui nous regardez, ça vous plaît d'avoir des vécus comme ça, des histoires et pas juste des questions générales sur la Thaïlande et sur l'expatriation. On essaye vraiment de vous montrer à chaque fois des histoires différentes pour que vous ayez des aperçus différents de gens qui viennent s'expatrier en Thaïlande, des francophones, des Français. Et donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous tous de nous suivre. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc on vous dit à demain.